L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver et de vous sentir autour de ce plateau qui va vous interpeller. J'en suis sûre, que vous soyez ou non sensible à l'art ou au patrimoine. Ce soir, on fait un bond de 4 lieues depuis Grenoble et on remonte le temps pour comprendre comment un joyau du patrimoine, pépite touristique jadis, se retrouve à l'abandon. Un collectif se bat pour le faire vivre. Tandis qu'à Vif, la maison des Champollion a pu, elle, être réhabilitée et transformée en musée qui régale les passionnés d'Égypte antique comme les Isérois, fiers de cette histoire. Et puis notre monde actuel interrogé sur scène, les autres, les différences, les parcours de vie mis en scène sur les planches. Un festival du brassage social lève son rideau. Et c'est tous les 2 ans à Grenoble, c'est jusqu'au 24 novembre, le Festival international du film d'action, du théâtre d'action, pas du film, sublime le rôle de sensibilisation de cet art théâtral. Laurent Posselet, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes le directeur artistique du FITA, donc le Festival international du théâtre d'action. Non, pas d'action, action. Du théâtre action. Festival international de théâtre action. Action, Voilà. d'accord. Vous nous expliquerez la subtilité, la différence tout à l'heure. Avec votre compagnie Ophélia, on découvre votre démarche aussi qui fait beaucoup de bien dans un instant. Et puis, on va faire la lumière sur le domaine des ombrages avec Caroline Dugan, maîtresse des lieux d'une maison de maître, la maison Champollion, désormais musée départemental. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. On va redécouvrir 2 siècles d'histoire avec vous. Même beaucoup plus. Et puis avec vous, Nicolas Rouchouz et Christophe Meuret. C'est une histoire à peine croyable que vous allez nous raconter. Vous vous battez pour ne pas laisser mourir l'un des plus beaux, des plus grands châteaux de la région grenobloise avec votre collectif Sauvons la Motte-les-Bains. Bienvenue à vous deux. Merci, Bonjour. Alors l'un secoue un petit peu le cocotier, l'autre est un féru d'histoire. Et on prend la route tout de suite. Allez, pour savoir de quoi on parle, on y va. À 4 lieues de Grenoble, comme il était décrit jadis, soit 32 km à la Motte-Saint-Martin, pour retrouver ce château du Moyen-Âge, une demeure féodale bâtie tout près des gorges du Drac, au XIIe siècle, en 1339. Une enceinte de 80 mètres et une autre de 160 mètres, c'est immense. C'est effectivement, il faut imaginer qu'avant d'être aussi grand, le château ne comportait qu'une aile. Ouais. C'est simplement au XIXe siècle qu'on a supposé l'existence d'une aile nord et qu'on a reconstruit un symétrique à l'aile sud. Pour le transformer, c'était d'abord une demeure féodale ? Voilà, ça a été une demeure féodale jusqu'à la fin des guerres de religion, jusqu'en 1590, d'ailleurs c'est marqué dessus, c'est la date où Gabriel de Morges, un grand seigneur qui est gouverneur de Grenoble et du Grésivaudan, qui est de la famille de la belle famille de Lesdiguières, reconstruit complètement le château. Il ne reste plus du Moyen-Âge que les fondations d'une des tours, etc. Et au XIXe siècle, on décide d'administrer les eaux chaudes de la Motte dans ce château, et donc on construit ce symétrique à l'aile nord. Il faut du logement, il y a plein de chambres, on multiplie les chambres. Voilà, ça c'est tel qu'on l'avait reconstruit. Voilà. Alors ici, c'était un établissement thermal renommé, d'ailleurs, des cures, on y venait de loin. Absolument, c'était le 3e de l'Isère par la taille, mais par le premier, certainement, un des premiers de France pour la réputation des eaux, qui sont connus à travers toute l'Europe. Et à la fin du 19e siècle, on a des princes de Russes, étrangers qui viennent spécialement à la Motte. Et ces eaux chaudes étaient naturellement puisées. En fait, il y a des puits, il y avait des galeries. En fait, il y a une source historique au fond du Drac, qui est très inaccessible, qui s'appelle la source du Puy, et qui est sans doute connue depuis les Romains, et qui donc produit une eau hyperthermale, une eau à près de 60 degrés, ce qui est assez rare en France,
qui fonctionne très bien, puis qui fait des miracles, puisqu'on vient de partout. Au Moyen-Âge, on a des tas de gens qui viennent prendre l'eau, là, se baigner dans un mélange d'eau du Drac et d'eau thermale, etc. Et puis au début du XVIIIe siècle, on découvre une seconde source. C'est sur le territoire de Monténard, donc la commune voisine, qu'on va appeler source de la Dame, non pas à cause d'une légende d'une dame blanche apparue, etc. Ça, c'est une légende de l'établissement thermal, mais en fait, à cause de la Dame de la Pierre, qui est marquise de Monténard, seigneur de Monténard. Et il y a une bataille juridique qui s'enclenche entre les deux seigneurs pour la possession de cette eau, sachant que ces eaux sont vendues plus cher. 1 litre d'eau thermale de la Motte est vendu plus cher qu'1 litre de vin à Paris. Elles sont très, très chères et très réputées. Donc, et très précieuses. Mais alors, comment est-ce qu'elles ont pu se tarir, alors, ces eaux? Elles ne sont pas taries, on les a bien exploitées au 19e siècle. Oui, bien sûr, mais par la suite. Donc, on avait un gros cubage, même 400 mètres cubes jour, qui partait vers l'établissement thermal, avec une pompe de relevage. Un projet assez ahurissant pour l'époque, qui met en scène tous les grands noms de l'époque, l'ingénieur Vicat, Beria, tout ce monde-là. Et puis, au début du XXe siècle, alors sur fond de spéculation minière, l'établissement a besoin de se renouveler, de se rénover, parce que le mobilier date, le système d'adduction de l'eau aussi a quand même près d'un siècle. Hein. Bon. Bref, on décide de fermer. Et on croit qu'on est vraiment dans la mine. Alors, la construction du barrage de Monténard a définitivement... en 62, on a noyé les sources de la Motte, définitivement. Oui. Mais auparavant, l'établissement n'était plus exploité tel quel, en tout cas. Non, il était transformé depuis 1927. En centre de rééducation. Alors d'abord, oui, des colonies aérium. Alors on a toutes sortes de gens. On a des petits Oranais qui viennent prendre l'air de la Motte, etc. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est une compagnie d'assurance qui l'achète pour des jeunes filles, pour faire aussi une colonie aérium. Il sort de la guerre en mauvais état parce qu'il est réquisitionné comme hôpital complémentaire, comme la plupart de ces grands bâtiments, vous savez, on les réquisitionne, donc il est abîmé. Les usines Renault d'abord, pour faire des colonies, il y a un enfant qui meurt, enfin un drame. Puis la Seine-sur-Mer en 62, au moment de la mise en eau du barrage d'ailleurs, jusqu'en 87. Centre de désintoxication également. Non, là, c'est des colonies. D'accord. Des colonies de vacances. D'ailleurs, j'y étais. Ah oui, comme un foyer UCPA, par exemple. D'accord. J'y étais, j'avais 9 ans. Voilà. Et donc, et c'est vendu au patriarche, donc qui s'occupe des drogués, en fait, qui prend en charge tout ça, avec une méthode un peu musclée, et qui est déclaré secte dans les années 90. Le patron du patriarche, Engelmayer, le gourou, on dira, se sauve aux États-Unis, où il mourra. Et le château est mis en vente. Le patrimoine du patriarche est démantelé dans ces années-là. Il est mis en vente et c'est là qu'il tombe dans les mains du dernier propriétaire du château. Voilà, c'est un privé qui a acheté le château, qui semble encore en très bon état, en tout cas à l'extérieur. Lorsqu'on va à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. C'est une vision absolument fantomatique qu'on a. Alors, ces images, théoriquement, on n'a pas le droit de les prendre, puisqu'on n'a pas le droit d'entrer par effraction dans un établissement privé. Néanmoins, c'est très fréquenté. Et Nicolas Rouchoux, c'est ça qui vous scandalise. Tout est dans un état de délabrement, un patrimoine piétiné. Alors ça me scandalise, enfin ça nous scandalise en tant que riverains, parce qu'on voit quand même régulièrement des personnes venir pour faire toutes sortes de choses, que ce soit des urbex ou des chasseurs de fantômes. Alors les urbex, c'est des visites... Voilà, ceux qui viennent visiter des patrimoines ou des établissements comme celui-ci qui sont laissés à l'abandon et qui viennent simplement visiter avec tout le risque que ça peut engendrer. Et on a aussi après d'autres personnes, des chasseurs de fantômes ou peut-être d'autres personnes encore moins bien, on va dire, avec de moins bonnes intentions, mais ça, on ne sait pas forcément tout le temps. Oui, mais il y en a des choses comme ça. Il y en a qui ont saccagé le château. Et il faut savoir qu'en 2020, il y a une dépendance du château, l'hôtel, qui était à l'entrée du parc, qui a brûlé. Alors, nous, en tant que riverains, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était quelque chose d'intentionnel ou pas? Mais quoi qu'il en soit, il a brûlé en 2020.
Et ce Une qu'on véritable craint, mise en danger. voilà. Et ce qu'on craint quand même, c'est que le château, à terme, finisse par avoir le même sort que l'hôtel qui est à l'entrée du parc, quoi. Et par temps fumé, et surtout que c'est tagué, donc on sait que c'est visité. Oui. Est-ce que déjà, c'est un beau château, c'est un patrimoine magnifique que la plupart de ceux qui visitent ignorent, on ne connaît pas cette histoire. Et il y a vraiment cette histoire bafouée. Ben, peu de gens connaissent l'histoire. Même moi, là, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis sur la Motte Saint-Martin. J'avoue honnêtement que je ne connaissais pas ce château. Je ne savais même pas qu'il existait. Et c'est en arrivant à la Motte Saint-Martin que j'ai découvert son existence. Et après, que j'ai pu découvrir son histoire aussi. Et c'est vrai que, comme l'a expliqué un petit peu Christophe, on voit quand même que ce château a une histoire quand même assez riche, peu connue, mal connue en tous les cas. Et c'est un patrimoine qui est quand même important pour les habitants de la Motte Saint-Martin. On le voit, puisque le petit train de la Mure passe à côté, hein, si on regarde bien. Ah oui, oui, du petit train, le petit train, il surplombe le château. Et sur le trajet du petit train, on voit très très bien le château qui est en contrebas. Et qui est très beau, et qui semble... Parce que vraiment, rien n'y paraît lorsqu'on le regarde de l'extérieur. Et même si on s'y approche, c'est une très belle demeure. Comment est-ce que cela se fait-il? Comment est-ce qu'on en est arrivé ici? Pourquoi cet état de délabrement? Le problème, c'est qu'il y a un propriétaire qui, depuis 2009, ne l'entretient plus. C'était le cas auparavant, c'est-à-dire cette personne l'avait acheté. Il l'avait acheté dans le début des années 2000. Au début, il a fait des travaux. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, plus rien n'est fait dans le château. Pourquoi? On ne sait pas. On aimerait comprendre. On n'est pas là pour essayer de récupérer le château, de faire quoi que ce soit. On est vraiment là pour essayer de le conserver, voire même d'aider ce propriétaire éventuellement à le conserver. Vous l'avez contacté? On l'a contacté, il a été contacté, mais les échanges sont pas faciles avec lui, donc c'est pour ça, c'est pas évident. Des démarches avaient été entreprises au départ? En fait, il y a 10 ans que moi j'ai sonné l'alarme, puisque le château était un peu oublié de tout le monde, et oublié même par les historiens, puisqu'il est dans un paysage de mines où les mines sont au centre, vous voyez. Donc il n'est pas classé? Et non. Rien du tout? Il n'a jamais été classé, rien du tout. Donc j'avais essayé de contacter le propriétaire pour savoir ce qu'il comptait faire, sachant que le château était livré au pillage, ça c'était de notoriété publique. Mm-hmm. Et puis il y a eu des fins de non-recevoir, en fait il a répondu une fois, puis après plus du tout. Les élus, eux, ils ont juste essayé de nous interdire une manifestation qu'on a faite pas loin du château. Ah, vous n'avez pas senti de manifestation, d'intention de préserver le patrimoine, d'aider, de lancer des démarches? Depuis 10 ans, moi j'ai fait des articles, puis j'ai publié sur l'histoire du château. J'ai fait des conférences, dont une place de Verdun il n'y a pas très longtemps sur le projet Grenoble-Ville d'Eau qui mettait en scène le château de la Motte, avec la fac de Grenoble, etc. Et quel est le problème? C'est un sujet sensible? C'est coûteux? Je pense qu'on perturbe un peu un écosystème tranquille, vous savez, où il ne faut pas de tension, il ne faut pas s'embêter avec les choses, et ça, c'est embêtant. Et vous considérez château, que... Oui. Il arrive comme quelque chose d'embêtant, mais il sera encore plus embêtant si demain il brûle sous les fenêtres du petit train, par exemple. Ou si quelqu'un meurt à l'intérieur ou se fait mal parce qu'il est surfréquenté. Vous savez, on a des centaines de sites d'urbexeurs ou autres qui montrent le château, et les gens se baladent dedans, il n'y a plus de grilles aux fenêtres. Qui viennent s'y faire peur aussi. Avec des chasseurs de fantômes. Enfin, on le voit bien sur les photos que vous avez montrées. C'est très dangereux. Et surtout qu'on y accède par les sous-sols. On y accède aussi par les sous-sols. C'est ce qu'on a vu sur les plateformes de visionnage très connues. Donc vous lancez un appel. Vous vous êtes monté en collectif. Je ne sais pas si on va pouvoir scanner le QR code en voyant juste avec cette affiche, mais on peut la trouver sur le collectif, on peut la trouver sur Internet. À la dernière conférence qui a eu lieu sur le château, c'était à la Motte d'Aveillan, les gens m'ont dit il faut faire quelque chose, mais j'avais tout épuisé. J'avais même fait une association historique là-bas qui a été plus ou moins phagocytée par la mairie. Donc personne ne voulait bouger. Stéphane Bern, vous avez essayé? Finalement, oui, alors on a essayé, mais il peut intervenir que plus tard.
jusqu'à un niveau supérieur. Il faudrait que le Une propriétaire fois que les dossiers se sont manifeste montés et qu'il y a et une que le volonté. château soit à quelqu'un de bien intentionné, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, Julien Courbet alors, si c'est pas Stéphane Bern. Julien Courbet, voilà. Bon, Allez. c'est ça. Mais bon, donc, on a fait ce collectif à la fin de l'année 2023. 23. Ouais, enfin, courant d'année. Ça, on a 2023, commencé par des séries de manifestations. Aujourd'hui, on est 70 membres dans le collectif, à peu près un peu moins de 30 actifs, si j'ose dire, parce que les autres sont loin, sont éloignés. Et puis, on a un site où on présente l'histoire du château, etc. On a fait pas mal d'articles, on a fait une émission à FR3 aussi, etc. Et sur Télé Grenoble désormais. Exactement. Exactement. En fait, vous souhaitez non pas que ça revive et qu'on y fasse des visites théâtralisées ou autre, simplement préserver Voilà. au moins préservé. Et tout le monde- sécuriser et tout le monde pense valoriser au mieux. C'est ça. Exactement. Et tout le monde pense en premier, évidemment, à restaurer un bien comme ça, alors que la première chose à faire, c'est de le mettre sous cloche pour les générations futures, de le protéger. Éviter qu'ils Et partent en pour ruine. ça, il faudrait que le maître des horloges, c'est-à-dire le propriétaire qui se dit maître des horloges, soit dans cette dynamique-là. Et on ne sait pas du tout dans quoi il est, mais en attendant, le château peut brûler demain. Alors, oui, Et, en 30 secondes. Juste Oui. pour dire qu'il y a une pétition en ligne Ouais. sur le site leslignesbougent.org. Voilà. C'est une Allez-y, pétition. montez-la un petit peu, Hop, cette affiche, c'est montez-la à côté de vous. C'est une pétition de Plus haut, soutien pour Voilà. la sauvegarde du Ok. château. Voilà, tout simplement. 200 signatures à ce jour. Allez, on lance les compteurs. Et juste au nom du patrimoine et de la beauté de ce territoire, on espère que les choses pourront bouger. Merci pour votre action et merci bien sûr pour Merci à vous. votre témoignage. Je pense que ça va vous parler, ce dont on va parler dans un petit instant. Il y a 202 ans, hein, c'est ça, Jean-François Champollion tenait son C'est ça. affaire, tel qu'il a écrit à son frère Jacques-Joseph, la traduction du décret d'un pharaon grec, Ptolémée, inscrit en 3 langues sur la fameuse pierre de Rosette. Et tout serait parti de vif, Caroline ? Du moins, c'est ce qu'on aime à penser. Oui, on se plaît à le penser. En tout cas, on peut raconter cette histoire à vif au sein du nouveau musée Champollion. Donc vous êtes la directrice, Caroline Dugan. Alors c'est cette histoire, si vous voulez savoir effectivement si tout est parti de là, vous pouvez vous y rendre. Elle est à vif, cette histoire, elle est comptée au musée Champollion. C'est le petit dernier des 11 musées départementaux de l'Isère, entièrement gratuit. On y découvre sa vie, son œuvre, les deux, l'égyptologie. Exactement, vous avez dit l'essentiel. On découvre un musée qui est dédié à l'histoire de l'égyptologie, puisqu'on considère que Jean-François Champollion, mais aussi son frère aîné, puisqu'il avait un frère aîné, Jacques-Joseph Champollion-Figeac, sont vraiment les pères fondateurs de cette discipline qui étudie l'Égypte antique. Donc le musée Champollion à vif est vraiment dédié à l'historiographie, à l'histoire de l'égyptologie. Mais on découvre aussi la carrière de ces deux frères indissociables, tout leur parcours dans un domaine qui était un domaine familial. Donc c'est une porte d'entrée sur l'égyptologie. C'est vraiment une matière qui est extrêmement complexe, qui est très ancienne. Et vous ouvrez vraiment, c'est une porte d'entrée. Vous sensibilisez à ça. Oui, on ouvre des perspectives, on renvoie vers d'autres lieux. C'est vraiment un lieu intime, émouvant, hein, parce que c'est une propriété familiale. Au départ, c'est une propriété qui appartenait en réalité à la belle-sœur de l'égyptologue, à l'épouse de son frère aîné. Jacques-Joseph, voilà, mais une propriété dans laquelle l'égyptologue a séjourné dans ses jeunes années. Et puis, oui, parce qu'il est né à Figeac. Hein. Voilà, les deux frères sont nés à Figeac. Hein, il y a un musée Champollion dans la ville de Figeac. Mais leur père était dauphinois. Il était originaire de la région du Valbonnais. Et à l'âge adulte, le frère aîné vient s'installer à Grenoble. Il trouve un premier emploi comme commis de commerce chez des cousins grenoblois. Et puis très rapidement, il va faire venir son cadet qu'il va orienter, dont il va diriger l'éducation. Donc Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, va avoir une carrière grenobloise. Il va être professeur d'histoire, chercheur. Et pendant ces années grenobloises, il fréquente ce domaine de vif. Entre autres voyages, bien sûr, mais c'est vraiment son pied-à-terre. On voit que cette maison, elle est très ancienne. Elle date du XVIe siècle. Alors oui, tout à fait. Cette maison a une partie, pour la plus ancienne, qui correspond à une ancienne maison forte du XVIe siècle,
qui a été agrandi progressivement et successivement jusqu'à former la maison du 19e, assez régulière, hein, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on visite aujourd'hui, qui donne sur un très beau jardin, sur un beau parc. Donc le domaine Champollion, c'est aussi ça, hein, c'est un domaine de 2,5 hectares, avec un parc qui a été entièrement restauré, replanté pour l'ouverture du musée, un jardin avec des parterres de fleurs, un verger, des essences rustiques qui ont été réintroduites, et puis différents bâtiments qui correspondent à l'ancienne ferme, aux dépendances et à la maison de maître dans laquelle logeaient les frères Champollion. Et donc là, ça a fonctionné. Cette maison, d'abord maison forte, puis demeure, a été transformée, a été réhabilitée en musée départemental. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une petite paire d'années. Il a fallu se battre aussi, et le département y a été sensible. Les collectivités vous ont suivi ? Oui, c'est une transition toute trouvée avec le sujet précédent. Effectivement, ce sont des projets de longue haleine. Des associations s'étaient mobilisées, hein, dont l'association Champollion à Vif. Vous, non pas vous, mais les associations, Voilà, les défenseurs de ce beau projet. Des acteurs locaux, l'association dauphinoise d'égyptologie Champollion, l'ADEC. En 2001, le département de l'Isère a acheté cette propriété aux descendants du frère aîné, qui vivait encore, hein, dans la maison jusqu'en 2001, en s'engageant à terme à rénover ce site et à l'ouvrir au public en faisant un musée. Donc il y a eu en 2004 un congrès international des égyptologues qui a eu un très grand succès, qui a fait découvrir aux égyptologues du monde entier cette maison et qui a vraiment montré au département l'intérêt de porter ce projet, lancé véritablement en 2016 par Jean-Pierre Barbier et puis ouvert en 2021, il y a 3 ans. Mais qu'est-ce qu'il restait dans cette maison ? Est-ce qu'il y avait des collections ? Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la collection est très riche, oui. D'une grande diversité. Voilà, on a un petit aperçu, ça c'est l'entrée. Mais c'est vrai que ce jardin est très vaste et très beau. Il y a donc des tableaux, il y a des effets personnels. C'est déjà une maison Champollion qui se visite comme la sienne. Oui, c'est exactement ce qui faisait l'intérêt du projet, c'est qu'en fait les descendants avaient réussi à préserver dans ce domaine ce qu'il faisait toute son intégrité patrimoniale. Le parc avait été préservé, le mur de clôture, les bâtiments, les décors intérieurs qu'ont connus les frères Champollion. Vous avez vu le salon au rez-de-chaussée avec son parquet, sa cheminée, ses boiseries, une salle à manger, voilà, une galerie de portraits, des meubles qu'ils ont connus, mais aussi des témoignages, des objets personnels que l'égyptologue avait laissés. Dont des objets très forts, hein, comme le bureau du déchiffrement, le bureau sur lequel il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes, des estampages de la pierre de Rosette, une tenue qu'il a portée en Égypte. Et donc c'est vraiment... Sobek, ça c'est le crocodile. Voilà. Alors, un crocodile du Nil, on l'a fait venir par la suite, puisqu'on a sollicité aussi des dépôts du musée du Louvre, des dépôts d'autres musées pour l'ouverture de ce lieu. Oui, puisque toutes ces pièces, d'où viennent-elles ? Celle-ci. Alors, il y avait le fond, voilà, tout à fait. Il y avait le fond initial du musée qui a vraiment été conservé par la famille, hein, et qui est resté sur place. Et ensuite, nous avons travaillé avec des conseillers scientifiques pour l'ouverture du musée, hein, donc des conservateurs du musée du Louvre, des conservateurs et égyptologues français et étrangers. Et certains musées nous ont accordé des dépôts, donc des prêts de longue durée, notamment le musée du Louvre qui prête 80 antiquités égyptiennes, puisqu'il n'y avait plus d'antiquités égyptiennes dans la maison. Donc il fallait, voilà, pour ouvrir un musée d'égyptologie, évoquer le travail de Champollion avec ces dépôts. Oui, elles sont numérotées, toutes ces pièces. Voilà, vous voyez les petites amulettes des serviteurs funéraires, des fragments d'antiquités qui permettent d'évoquer tout le travail que Jean-François Champollion a fait dans l'étude de cette civilisation et la redécouverte de cette civilisation. Des pièces qu'il avait rapportées de ses voyages notamment ? Alors, il n'y a pas de pièces qu'il ait vraiment rapportées de ses voyages dans le musée. En revanche, il y a une section très importante que vous avez montrée qui correspond au musée Charles X, c'est-à-dire le musée dont il a été le conservateur au sein du musée du Louvre, puisqu'il a été le premier conservateur des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Et toutes les pièces qui sont présentées dans cette salle, il les a choisies, étudiées et organisées pour ce nouveau musée. Alors, pour tous les assoiffés d'égyptologie, en attendant, bien sûr, que la partie égyptologie du musée de Grenoble rouvre, c'est une très belle entrée en la matière, mais aussi un très, très beau musée à découvrir, à redécouvrir, ainsi que le musée de Turin. C'est vrai que nos Alpes vivent particulièrement intensément avec l'Égypte ancienne. On renvoie forcément... Tout à fait, on renvoie forcément vers ces grands lieux et c'est l'objectif de ce musée à Vif, puisque à Grenoble sont conservées les premières antiquités égyptiennes que Champollion a étudiées. Il a étudié également le fond initial du musée de Turin
Et on renvoie bien entendu vers le musée du Louvre, vers le musée de Figeac. Donc c'est vraiment une porte d'entrée vers l'œuvre des frères Champollion et la naissance de l'égyptologie. Et à la découverte de l'écriture, donc de l'écriture, du déchiffrement et de toute l'étude de cette civilisation. Parce que le déchiffrement, c'est une première porte poussée. On ne pouvait plus lire les hiéroglyphes depuis 15 siècles. Donc c'est vraiment l'étude de l'Égypte antique qui est rendue possible à travers le déchiffrement. Et de toutes nos civilisations, bien sûr. Alors, est-ce que ce musée a la capacité d'accueillir des expositions temporaires? Oui. Vous avez un espace qui est dédié. Vous avez aussi la possibilité, alors ça c'est assez fascinant, ce sont les carnets d'un artiste qui a accompagné Jean-François Champollion, les frères Champollion. Oui, tout à fait. Ce sont des carnets de dessin, 3 carnets de dessin que le département a pu acquérir avec l'aide de l'État, donc du dessinateur Cherubini, qui renseigne ce fabuleux voyage que Champollion, cet unique voyage qu'il a fait en Égypte. Et il est vrai que depuis l'ouverture du musée et avant l'ouverture même, nous avons pu procéder à de très belles acquisitions d'œuvres, une belle peinture représentant le temple de Dendera, ces carnets de Cherubini, plus récemment un grand papier peint représentant la bataille d'Héliopolis. Donc le musée participe aussi à la recherche et enrichit ses collections. Il vit. Voilà, vraiment. exactement. C'est pas figé un musée. Et est-ce que vous auriez... non pas un conseil, mais que vous inspire l'histoire de Christophe, de Nicolas et de tout le collectif pour sauver la Motte-les-Bains? Je crois que l'expérience que j'ai vécue avec ce portage de projet du musée Champollion incite à la patience et à la modestie. On voit bien que les projets de conservation de lieux patrimoniaux et d'ouverture de musées se font vraiment sur le long terme. Avec, surtout que, pardon, mais elle était très bien conservée, cette musée, voilà. avec beaucoup de cette maison Champollion avec beaucoup de soins. Elle n'a jamais été à l'abandon ni délabrée. Elle n'a jamais été à l'abandon. Néanmoins, il a fallu que les énergies soient fédérées, puisqu'il faut que le contexte soit favorable, que la volonté politique soit présente, que les acteurs soient rassemblés. Et effectivement... il faut s'armer de patience et en même temps, il faut continuer à militer pour le projet, ce que vous faites admirablement, semble-t-il. Et c'est peut-être que le début, on espère que ça ira loin. Laurent, peut-être, est-ce que ça vous inspire une création théâtrale, non loin des lieux, peut-être? Est-ce qu'on peut faire, on parle du théâtre action, c'est de l'action, ça. Alors après, je reviendrai sur le terme action, oui. Mais de tels lieux fascinent. Moi, en plus, j'étais voisin, enfin, j'ai encore voisin, j'habite en Matésine, et j'habitais à Monténard. Ce lieu me fascinait, je m'interrogeais, mais c'est quoi ce lieu? Et personne n'était en capacité de me répondre. D'où, d'ailleurs, votre interrogation tout à l'heure, même sur le voisinage, on ne sait pas grand-chose de ce lieu. Il peut intriguer, ce qui était mon cas, et en tout cas, il est imposant. Et d'aspect extérieur, il paraît encore bien présent, bien beau. Et donc, oui, il y a de la matière. Et bien sûr, on peut imaginer plein de choses derrière, cinématographiquement aussi. Oui, alors c'est vrai que aussi l'Isère est l'un des départements qui recense le plus de châteaux, de maisons fortes. Ils peuvent faire partie du paysage, on peut aussi les regarder parce que finalement c'est banalisé, cette beauté est banalisée aussi ici dans notre territoire et il est temps aussi de s'en approcher avec beaucoup plus d'attention. C'est un lieu mystère aussi, c'est ça. Donc, il y avait ce côté mystère autour du lieu. Bien sûr. Et ça, peut-être un théâtre action. Bon, on va savoir. On veut vraiment savoir ce que c'est théâtre action et non pas d'action. Alors donc, et si on sortait, oui, par-delà les préjugés, et si le théâtre était un vecteur de sensibilisation, ça on le sait, mais aussi un moyen d'expression pour un public a priori éloigné des planches, eh bien c'est votre credo, c'est le credo du FITA, le Festival international du théâtre Action, qui produit donc des créations inattendues, très touchantes, et qui incite chacun d'entre nous à s'ouvrir. Alors moi, je vais déjà m'ouvrir sur ce petit D apostrophe entre théâtre action et théâtre d'action. Qu'est-ce que c'est la subtilité? Alors, déjà, théâtre d'action, je ne connais pas ce concept. Il y a les films d'action, mais ça n'a rien à voir. Alors, on n'est pas dans des batailles rangées. Non. C'est théâtre d'action, c'est comment le théâtre interagit dans la cité, tout simplement. Comment il est en capacité de transformation, de bousculer par rapport à des thématiques de vie sociétale, des thématiques du rapport à l'autre, dans la différence, dans la fragilité, dans son histoire de vie. Et surtout, avec un axe central du FITA, c'est sa raison d'être, c'est de toucher
effectivement des gens qui n'iraient peut-être pas spontanément dans les salles de spectacle, et donc que tout le monde se sente concerné par ce qui s'y déroule. Et donc que ce soit vraiment un événement, un temps fort qui concerne tout le monde, tous les habitants, encore une fois autour des questions centrales de notre vivre ensemble, tout simplement. Et d'où ce festival, puisque vous le faites toute l'année, ça, cette sensibilisation, cette éducation. Mais c'est un festival tous les 2 ans, au mois de novembre, qui s'appelle donc le FITA, le Festival international du théâtre Action, et qui permet de voir des créations. Alors vous êtes très impliqués, bien sûr, mais des créations d'un petit peu partout, en fait. Et surtout, thème, tout sujet. L'action, en fait, elle est dans la tolérance, elle est dans la différence, elle est dans l'acceptation de l'autre. Beaucoup de programmations ont un lien assez intime avec leurs auteurs, avec les metteuses en scène, metteurs en scène, autrices, auteurs. Et en ce sens, quand je parlais d'histoire de vie, beaucoup d'artistes qui sont programmés ont peut-être pour la première fois d'ailleurs, parlent davantage d'eux-mêmes et des moments cruciaux peut-être de leur vie où ils ont pu être en situation, on va dire, d'oppression, en situation en tous les cas difficile par rapport à des regards. Et il y a le spectacle par exemple Fille et Soi qui parle du diktat des apparences imposées aux jeunes filles dès leur plus jeune âge autour des attributs, des standards de beauté, donc c'est autour aussi de la grossophobie. La question de Shahada, où l'auteur Fida Mohsen, qui est un metteur en scène au jeu assez connu, reconnu, co-directeur d'un gros théâtre à Avignon, qui là parle de sa venue en France et comment il a pu être tenté par l'intégrisme religieux, le radicalisme religieux, et comment il n'est pas tombé dedans, et comment il a pu justement aller vers du côté de la lumière et pas du côté de l'obscurité. On a le spectacle Personne n'est ensemble sauf moi, où il y a un mélange de comédiens professionnels et d'autres qui sont en situation de handicap invisible. Et là, de nouveau, qui dit handicap invisible dit aussi les difficultés qu'il peut y avoir pour le vivre, être reconnu et trouver sa place dans la société. Voilà. On peut décliner tous les spectacles. C'est un petit peu partout, on le précise, c'est à Grenoble. Voilà, avec ces thématiques fortes, oui. Et en même temps, on n'en reste pas là. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une situation... je parlais de la grossophobie, je parlais du handicap invisible. C'est-à-dire qu'à un moment dans le spectacle, ça permet au public de prendre conscience véritablement, que ça les traverse, ça les bouscule par l'aspect théâtral, mais en même temps, quels sont les ressorts pour en sortir? Quels sont les ressorts pour avancer, pour trouver sa place dans la société, par exemple, pour sortir du radicalisme religieux? Voilà, on n'est pas dans quelque chose de plombant, dans une inertie, mais dans quelque chose, comment on construit sa vie. C'est exactement ça. Quels sont, en fait, il y a les deux regards, c'est-à-dire que pour un enfant qui manque de confiance, qui est peut-être timide, on recommande toujours de faire du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre va faire ressortir et va faire aussi prendre conscience à la personne qui joue et à la personne qui s'exprime, va lui faire prendre conscience du soi, de ce qu'il a à dire, de ce qu'il a à faire, de s'exprimer, communiquer. Et alors, théâtre action, ça veut dire que sa démarche personnelle va toucher le public qui, lui, va agir. C'est ça ? C'est-à-dire, on attend une réflexion, mais aussi une action de la part de celui qui regarde. Après, dans les spectacles programmés, la majorité sont des spectacles professionnels. Donc, voilà, donc il y a une démarche volontaire de parler de tel ou tel thème. Et dans cette démarche volontaire de parler de tel ou tel thème, bien évidemment que le public, de fait, ça va traverser, ça va bousculer. C'est comme ça qu'on agit. Ça ne doit pas que divertir. D'où le terme action. Voilà, c'est pas du divertissement gratuit. Il y a, parce que ce sont des spectacles qui passent la rampe, avec l'énergie, le rythme et toute la vie, bien évidemment. Sinon, ça serait une tribune, on serait une conférence. Non, on est dans du théâtre. Et ça s'adresse à tous. Mais le fait en plus, justement, que ça s'adresse à tous, c'est d'autant plus relié aux thématiques. Ça serait un gageur, ça serait un comble si on s'adressait qu'à une minorité de gens qui sont habitués à aller au spectacle. Là, on a ce mélange, un brassage social qui est
unique en France, on peut le dire, avec plus de la moitié du public qui sont des gens qui ne viennent jamais au théâtre. Et là, on travaille avec plus de 120 partenaires de l'action sociale. Ça va être des foyers comme l'Oiseau Bleu, ça peut être le planning familial, ça va être le secours populaire. Là, on est avec les manches cafards. Là, vous y tenez beaucoup à ce spectacle. Alors là, c'est encore dans l'ensemble de leur programmation, un cadre un peu particulier. Là, c'est un spectacle que j'ai monté avec un groupe de comédiens qui vivent des situations multiples de fragilité. Et le thème de la création, c'est une création collective, c'est l'exclusion. Ça fait 25 ans que ce groupe existe. J'étais venu sur ce plateau pour parler du livre, d'ailleurs, Debout ensemble, que j'ai écrit sur cette expérience théâtrale. Et là, on est dans une démarche de théâtre où les gens en situation de fragilité sont directement, eux, acteurs. Ce qui n'est pas le cas pour tous les spectacles, encore une fois. Ça s'appelle « Y a-t-il un train pour Marseille ?» Exactement. Et vous nous parliez aussi, on peut écouter aussi, vous vouliez faire un petit zoom en particulier sur Personne n'est ensemble sauf moi. Oh, on peut les écouter, c'est un public particulier. Écoutez et regardez surtout. J'ai juste peur que ça reparte en live, de faire des projets, tout ça. Parce que d'un coup, quand ça vient, mon corps m'échappe. Je gère plus, je peux plus rien faire. Je vais forcément vers les choses où je suis pas à l'aise. Donc beaucoup de choses. Parce que c'est le but de la progression, quoi, vous m'avez compris. C'est depuis que j'ai accepté ça que je considère qu'échouer, c'est un mal pour un bien. Je tiens un carnet où j'écris tout ce qui me passe par la tête. Ça m'occupe les mains, c'est pas mal. J'ai commencé ça il y a 1 an. Parce que les profs en avaient marre que je joue tout le temps avec mon stylo. Ou avec mon hand spinner. C'est une petite toupie que tu fais tourner entre tes doigts. On peut les voir davantage le 19 novembre c'est à l'espace 600 à 18h30. Ce sont des acteurs, des comédiens porteurs d'un handicap invisible. Donc ça ne se voit pas, c'est invisible. Et c'est un des spectacles forts de cette édition qui a connu un succès phénoménal au Festival d'Avignon. D'ailleurs, on ne pouvait pratiquement pas y aller, hein. C'était plein à craquer. D'ailleurs, là, c'est plein quasiment, hein, comme la majorité des spectacles. Hein. On peut pousser les murs pour aller vous voir. On peut pousser les murs, c'est plein, mais il y reste encore quelques places pour certains spectacles, notamment au TMG avec Chada, parce que le Grand Théâtre, il y a une jauge importante, plus de 500 places. Allez, un petit mot sur Chada, qu'est-ce que c'est ? Alors, Chada, je parlais tout à l'heure de Fida Moïsen, l'auteur, qui parle de son parcours quand elle arrive en France. Et sur scène, il y a 2 acteurs qui jouent le même personnage, à 25 ans d'écart. Donc, le plus jeune, il parle de Fida il y a 25 ans. Et donc, c'est un dialogue entre les deux. Et c'est un dialogue sur la question du radicalisme religieux. Et combien, finalement, qu'est-ce qui a cheminé chez Fida pour, justement, ne pas être resté le Fida qu'il était il y a 25 ans. Allez, un mot sur cette fameuse grossophobie dont vous parliez, Fille et Soi. Un spectacle osé, un spectacle d'une beauté incroyable sur, justement, les dictates. C'est ça. Voilà, et on peut s'apercevoir que dans la forme, dans les genres représentés, c'est multiple. Là, on est dans une chose de très délicat, très doux, dans un théâtre d'objets également, qui s'adresse au jeune public à partir de 6 ans, mais pas que, donc c'est familial. L'enjeu aussi, c'est d'avoir différents, canaux d'entrée. Là, on peut y venir en famille, avec ses enfants, et puis ça fait réfléchir, bien évidemment. Chaque spectacle est suivi d'une attente d'échange, et chaque spectacle est précédé de temps de rencontres. Quand je vous parlais tout à l'heure des 120 partenaires de l'action sociale, il y a plus de 30 rencontres qui sont programmées en amont des spectacles entre les équipes artistiques et nos partenaires. C'est ce qui permet aussi de mobiliser une partie du public qui ne viendrait pas spontanément au spectacle parce que ces rencontres permettent le lien. On se connaît, il y a lien qui se crée. Et ensuite, on vient voir, bien sûr, le comédien, les comédiens et les comédiennes qu'on a rencontrés parce qu'on se connaît.
tout simplement. Et puis à la fin du spectacle, des gens qui ne prendraient jamais la parole osent prendre la parole parce qu'il y a eu lien auparavant. Et quand je parle de ce grand écart, ça peut être des habitants de la rue, parce qu'on n'a pas mentionné un lieu, ce qui s'appelle le lieu. C'est la maison des habitants de la rue où on fait également un spectacle. Et à chaque représentation du FITA, on a 5, 10 personnes qui vivent dans la rue, mêlées à des universitaires, mêlées à des habitants des quartiers populaires. C'est ce mélange dont je parlais qui fait que pour un public et tous les retours qu'on a pu avoir, ce qui se joue sur le plateau, c'est une grande puissance, mais ce qui se vit également dans le théâtre, au sein de ce brassage, est aussi fort. C'est du 8 au 24 novembre pour cette édition du FITA. On a 30 secondes, promis, pour le tour des bons plans. Allez, c'est parti. Puisque Atypique, ça vous va bien, Atypique, ça. oui, vous connaissez ce restaurant associatif dont une partie de l'équipe vivent des situations d'autisme. Et bien évidemment, ça s'imposait. Très, très bon. Et c'est très bon, bien évidemment. Comment j'en parlerai pas. Et il faut aider Atypique pour que cette histoire perdure, bien sûr. Une boutique de créateurs. Oui, une boutique vifoise, parce qu'il y a des commerces de qualité à Vif, une librairie, des commerces de mode, de décoration. Et ici, c'est une boutique qui est gérée par une association qui fait un travail remarquable pour valoriser les créations d'artisans créateurs et qui dispose aussi en sous-sol d'une galerie qui programme des expositions renouvelées régulièrement. Et le monde entier va le savoir car Vif accueillera le Tour de France. Exactement. C'est officiel, en 2025, ville départ. C'est magnifique. Et puis, alors, vous nous vendez du rêve aussi, Nicolas, puisque vous nous promettez un corps de rêve. On parlait de clichés, de représentations. Non, il faut se sentir bien, il faut s'entretenir. Vous êtes un sportif et vous nous incitez à le devenir avec, comment ça s'appelle, Studio Jam Body Tech. Exactement, tout à fait. C'est à Saint-Martin-de-Vinou. Donc, c'est un centre d'électrostimulation, alors qui n'est pas dédié que aux sportifs, c'est toute personne qui peut y aller, quel que soit n'importe qui, vous, moi, n'importe qui autour de cette table. Vous étiez un sportif, vous. Alors, je l'ai été, effectivement, il y a quelques années en derrière. Avec tout ces à garçons fait, avec Solofo, qui est Frataïri, exactement, qu'on salue très vivement. Qui est un ancien joueur de Grenoble volley. Oui. Avec qui j'ai joué il y a quelques années en arrière aussi. Et en fait, c'est des séances de 20 minutes. Donc, ça permet des fois même y aller le midi ou autre. Et de travailler. Alors, soit pour se maintenir en forme, soit pour faire du renforcement ou ce genre de choses, ou des fois faire un peu de rééducation ou sportive. Et se sentir bien. Exactement, tout à fait. Merci à vous tous et bon courage dans vos actions, à vous tous. Et merci encore de votre venue et à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.